sans plus tarder, j'ai le goût qu'on commence ça, hein, parce que j'aime bien ça quand je niaise pas trop longtemps au début de mes épisodes et qu'on est efficace. Fait que ça me fait un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Yugi qui va venir nous parler de son métier d'enseignant au secondaire. Allô? Allô? Ça va bien? Ça va toi? Yes. En partant, un gros merci encore de te prêter au podcast. Ça, c'est très apprécié. Fait que Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de ma job. Ouais, ben c'est le fun, ça nous permet de... C'est ça, c'est surtout pour ceux qui sont sur Twitch, bon, beaucoup de personnes qui sont streamers aussi ou qui consomment la plateforme, mais qu'on n'a pas l'occasion de parler souvent nécessairement de ce volet-là, fait que c'est intéressant. Écoute, je te laisse te présenter autant, toi qui es enseignant, mais si tu veux plugger des trucs aussi en niveau de création de contenu, n'hésite pas. Présente-toi. C'est bon, allô tout le monde. Mon nom est sur Internet est Yugi Doggy Bear. Je suis effectivement un streamer aussi sur Twitch. Mais quand je ne suis pas sur Twitch, on me nomme Hugo. Et je suis enseignant au secondaire dans plusieurs matières. Je me dis qu'on va avoir le temps de parler de tout ça. Ouais. Mais dans beaucoup de matières différentes. Et depuis maintenant, ça fait 6 ans. Ça a fait 6 ans cette année, justement. Là. Quand même, 6 ans. Fait que là, écoute, moi, tu me pars déjà avec une bonne question. Donc, tu enseignes dans plusieurs matières. Ouais, c'est ça. Ça, c'est. Je suis enseignant en ce moment. Ma base, c'est que je suis prof d'histoire. OK. Et d'éthique et culture religieuse, qui est un cours qui fait les manchettes toutes les semaines à peu près. Ouais. Et encore hier. Et donc, je suis, par exemple, cette année, j'enseigne en plus de ma tâche, j'enseigne les sciences en première et deuxième secondaire. J'enseigne aussi le cours de monde contemporain, qui est un cours de géopolitique. J'enseigne le cours d'éducation financière. Donc voilà, j'enseigne beaucoup de choses. Puis tu sais, j'ai aussi enseigné depuis le début de ma carrière géographie. J'ai enseigné ben d'autres autres cours aussi qui existent là. Ça, dans le fond, est-ce que c'est commun chez les enseignants d'avoir plusieurs matières que vous allez enseigner puis changer à travers? Oui et non. C'est assez commun pour les profs qui ont un bac en ce qu'on appelle univers social. Okay. Donc, moi, univers social, c'est donc tout ce qui est autour de histoire, géographie et tout ça. Mm-hmm. Ça, c'est plutôt commun parce que, à moins que tu aies une grande école, une très grande école comme une polyvalente à plusieurs milliers d'élèves, il n'y a pas assez de travail. Donc, tu vas compléter ta tâche avec d'autres cours. Parce que, par exemple, un prof de mathématiques, il enseigne beaucoup plus qu'un prof d'histoire en soi, sans matière à lui. Dans un cours, par exemple, en secondaire 4, tu enseignes beaucoup plus de cours de maths que de cours d'histoire. Ouais. Donc, à cause de ça, les profs d'histoire, on doit compléter notre tâche avec plein d'autres matières. Bon, que j'enseigne sciences, c'est assez particulier cette année. Là. Normalement, ça va pas jusque-là. Là. Ouais. Est-ce que c'est parce que vous manquez de personnes? Ouais, littéralement, parce que j'enseigne dans une très petite école. Okay. Avec très peu de profs. On est juste, je n'ai pas recalculé, mais je pense qu'on est 12 profs. Là. Donc, on est vraiment pas beaucoup. Et en début d'année, on a une enseignante qui a quitté pour se diriger. Moi, je suis dans une école privée. Elle est partie dans une école publique. Et ça a fait un trou là-dedans. C'est une prof de maths sciences. Et on a retrouvé... Il y a pénurie de personnel, c'est partout, incluant l'enseignement. Et on a trouvé personne pour la remplacer. Sciences de 1 et sciences de 2, c'est beaucoup de la culture générale. Donc, je me suis proposé. J'ai dit, regardez, si vous trouvez personne, je peux le faire. Puis c'est des sujets qui m'intéressent depuis longtemps. Donc, ça va me faire plaisir de le faire. Mais c'était quand même un très bon défi. Là. Ouais, non, j'imagine. T'as dû faire des devoirs. Ouais, non, mais puis j'en fais encore aujourd'hui. Ouais. Tu peux pas planifier un. Parce que, tu sais, l'enseignante a quitté comme 4 ou 5 jours avant la rentrée. Donc, j'avais 4 ou 5 jours pour préparer mes premiers cours. Dans une matière que j'avais jamais enseigné, dans une matière que j'avais même pas étudiée. Donc, ça a été, c'est tout qu'un défi cette année quand même. Comme c'est une grosse année cette année. Là. Je suis pas habitué à ça, mais j'ai déjà enseigné jusqu'à 10 cours différents dans une année.
C'était ça mon max jusqu'à maintenant. Okay. Fait que là, dans le fond, 10 cours différents dans une année, c'est que dans le fond, toi, ton horaire on va dire du lundi au vendredi, tu te promènes dans la même journée, tu peux enseigner quoi, de 3 cours différents, 2 cours différents? Jusqu'à 4 cours différents, ouais. Ouais, je te donne mon horaire de cette semaine, par exemple. Lundi, j'enseignais éthique et culture religieuse en secondaire 4 et 5, éducation financière, deuxième période. J'enseignais histoire de secondaire 4 après le dîner, puis sciences de secondaire 2 à la dernière période. Donc ça, c'était ma journée de lundi. T'as quand même besoin, tu sais, obviously, mais je veux dire, en tant qu'enseignant, dans le fond, il faut que tu aies une capacité de t'adapter puis changer de. Faut que tu sois versatile dans ta même journée. Là. Tu sois très. Tu sais, capable de changer sur un dissous, parce que c'est pas répéter le même cours 4 fois dans la même journée. Là. Tu passes de tout à l'autre. Il y a évidemment des profs que c'est de même. C'était des profs qui vont enseigner une matière à 8 groupes. Ouais. Ça se peut. Moi, on m'avait proposé, par exemple, un moment donné, un poste où j'aurais enseigné une matière une matière avec 2 niveaux. Donc, c'était ECR à 2 niveaux. Puis ma tâche j'aurais été pleine. J'aurais été à 100%, on dit 100% de tâches. J'aurais eu à 100% de tâches, donc j'aurais enseigné probablement comme à 12 groupes. OK. Je voulais pas faire ça. Non. Je voulais pas répéter 6 fois le même cours. Dans le fond, fait qu'il y a un bel avantage où quelqu'un qui serait plus dans ce modèle-là peut quand même avoir un métier d'enseignant où il aime ça répéter la même chose, ça ne dérange pas, ou il est plus à l'aise là-dedans, il peut, mais quelqu'un qui veut aller chercher une diversité puis du changement, tu peux aller chercher un modèle plus comme le tien peut-être, où que tu pratiques plusieurs cours différents puis c'est pas pareil à chaque journée finalement. Là. Tout à fait. Les deux existent. Ça va vraiment varier selon ce qu'on t'offre comme contrat. Ça va vraiment selon le poste que tu fais, selon la matière que tu fais beaucoup. Si tu vas étudier en maths sciences, pour devenir prof de maths sciences, tu vas répéter. Tu vas pas enseigner 14 cours différents. J'allais te demander, je pense que c'est les matières, on va dire, de base, mettons, comme maths, français et compagnie, qui sont souvent plus comme... Tu fais pas mal de ça. En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est lequel cours se donne le plus souvent dans l'horaire. Okay, c'est aussi simple que ça. Et donc, lesquels cours qui se donnent le plus souvent, c'est maths et français. Ouais. Donc, dans toutes les années. En secondaire 1, 2, 3, 4, 5, c'est toujours maths français qui se donne le plus souvent. Donc, à ce moment-là, dans ton horaire, pour avoir une tâche pleine, si tu es en maths ou en français, tu es presque sûr d'avoir une tâche pleine. Dès que tu tombes dans les matières qui se donnent un peu moins souvent, donc par exemple, dès que tu tombes en anglais, déjà là, ça se peut que tu fasses plus d'autres matières que juste anglais. Okay. Si tu tombes en univers social ou en ECR, par exemple, c'est en général 2 cours par cycle. Okay. Donc là, être juste prof de CR, si tu n'as pas beaucoup de groupes dans ton école, très difficile. Ouais. Histoire, au maximum, c'est 4 cours cycles ou 5 cours cycles. Donc, tu sais, c'est encore là, c'est pas beaucoup. Non. Donc, alors que maths français, des fois, tu peux monter jusqu'à 10 cours cycles. Donc, c'est là que ça... Non, 10, c'est déjà, mais comme 8 cours cycles. Donc, tu sais, c'est pour ça que, selon la matière que tu vas choisir, tu vas t'enligner pour un ou l'autre. Mais c'est sûr que si tu es un futur prof et que toi, tu t'enlignes pour « Ah non, moi, je veux juste faire une affaire », va pas en univers social. Va pas en univers social. Tu vas avoir de la misère. Ça se peut. Là, si tu tombes dans une grosse polyvalente, OK, là, mais sinon, dans des plus petites écoles, tu trouveras pas ça. Là, ça, c'est sûr. Non, j'imagine. Puis, je voyais F-Poir, justement, là, qui... c'était pas une question, mais qui faisait le commentaire. Beaucoup moins de préparation d'avoir juste un cours. J'imagine que c'est une réalité aussi, si c'était un cours à préparer versus 10 cours différents. Je veux dire, tu dois avoir un petit peu plus de préparation. Là. C'est pas que... Un peu plus de répétition, mettons, facile. Tu t'enseignes la même matière, c'est un cours, puis bon, t'as tes 8 classes dedans, puis... À 100%, c'est fou la différence entre les deux, parce que, donner une idée, pour faire un chiffre rond à peu près, là, 1 heure de cours que tu donnes, c'est à peu près 1 heure de préparation. Okay. Donc, si tu redonnes 8 fois ton même cours, tu as 1 heure de préparation pour 8 cours. Mais si tu donnes 10 cours différents, ça t'a pris 10 heures de préparation. Et au final, tu as juste 2 périodes de plus. Donc, c'est décuplé. C'est fou d'avoir beaucoup de préparation. Et ça, c'est si tu connais bien ta matière. Ouais. En histoire, 1 heure, c'est fair. Puis des fois, je fais un petit peu moins qu'1 heure pas de préparation parce que je connais bien ma matière. Mais en sciences, quand je le faisais cette année, que j'avais jamais enseigné ça, puis que la dernière fois j'en ai fait, c'est au secondaire, c'était
j'avais plus d'études à faire, tu sais. Puis là, je contactais mes amis qui sont profs de sciences, j'allais voir, mais j'ai la chance que mon directeur pédagogique soit un ancien prof de sciences. Donc, tu sais, je suis dans son bureau à faire comme là, faut que tu m'aides. Là, j'ai des questions. Là, ça, je comprends pas ça. Explique-moi. Donc, lui, il me redonnait des cours pratiquement de secondaire pour que je puisse le réenseigner. Mais, et ça, souvent, c'est un gros stress des futurs enseignants, là. La préparation, c'est souvent que les premières années d'enseignement, c'est ce qu'on appelle le mode survie. Durant les 5 premières années d'enseignement, tu es en mode survie. Parce que tout ce que tu fais, c'est que tu travailles toute la journée, tu arrives chez vous, tu planifies, tu te couches, tu te relèves, tu te fais des cours, tu arrives chez vous, tu planifies. La fin de semaine, tu planifies, tu corriges. Et ça, c'est un mode de vie vraiment malsain. Mais je vais toujours me rappeler des mots d'un de mes profs à l'université qui m'avait dit « Rappelez-vous, gang, vous avez juste besoin d'être 1 heure en avance sur l'élève. » Donc, pour nous enlever ce stress-là de c'est pas grave si c'est pas toute ta semaine qui est planifiée lundi. C'est pas grave si demain tu sais pas ce que tu fais. Genre, il faut juste qu'avant le cours, tu le saches. Parce qu'effectivement, ça peut devenir très angoissant d'avoir énormément de planification à faire. Puis d'avoir ça. Quand j'avais 10 planifs dans ma 3e année d'enseignement, là, je pensais pas m'en sortir. Là. C'est ça, je me demandais, puis je le voyais justement qu'il y avait au Beau Nugget dans le chat qui demandait justement, suivre avec plusieurs groupes à des vitesses différentes ou des groupes d'âge différents aussi, fait que ta matière, mais tu sais, justement, exemple, t'enseignerais, je sais pas moi, un cours qui est en secondaire 2 ou en secondaire 4, ben, c'est pas le même cours, c'est la même matière, mais c'est pas le même nom de cours, mais c'est pas la même matière dans le cours. De suivre où ce que tu es rendu avec tout ça, tu dois avoir besoin de faire un bon suivi avec un plan de match que tu te rappelles où ce que tu es partout. À un moment donné, ça peut venir facile de s'égarer, j'imagine. Ah oui, ça m'arrive à plusieurs reprises souvent quand j'enseigne, par exemple, la même matière à 2 groupes. Que je dis, bon, mais on a vu ça dans le dernier cours? Non. Hein? Puis là, je fais comme, ah oui, ça, c'est à l'autre groupe que je n'ai parlé. Puis là, tu sais, ça m'arrive assez régulièrement parce que je suis pas la personne la plus méthodique pour prendre des notes sur où je suis rendu. Mais j'ai des collègues que eux, ils vont, après un cours, ils vont prendre 1 demi-heure après le cours pour tout renoter ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait pour que le prochain, justement, pas se mélanger avec l'autre groupe. C'est des styles différents, c'est pas mon style à moi. Puis jusqu'à maintenant, j'ai pas souvent eu à enseigner la même matière à 2 groupes parce que j'ai toujours été dans des petites écoles depuis le début de ma carrière. Mais au final, c'est il faut faire un suivi, il faut. Puis, mais je te dirais que les vrais suivis que tu fais souvent, c'est beaucoup plus avec des élèves individuels. Plus qu'avec tes groupes. Tes groupes, tu peux toujours te rattraper. C'est comme, puis ils vont te dire, on a vu ça la semaine passée. Ah oui, c'est vrai, puis tu passes à autre chose. Tu sais. Le vrai défi, c'est de savoir, avec tel élève, j'ai eu telle intervention dernière fois, comment elle a réagi à cette intervention-là, comment je peux faire, ça a-tu marché? Tu sais, dernier élève, tu sais, je fais un exemple, j'ai une élève qui, de ce temps-ci, a tendance à toujours, quand le cours commence, est assis sur une de ses amies. J'arrête pas de l'avertir de ça. Mais tu sais, je lui ai dit, prochaine fois que tu t'avertis, je te donne des conséquences, tu sais. Là, il faut que je m'en souvienne que j'ai dit ça. Faut que je m'en souvienne que j'ai fait ça. Sinon je passe l'autorité si je le fais pas. C'est ça. Donc, c'est plus ce genre de suivi-là qu'il faut que je me mette dans la tête. Il faut que je le note sur les affaires que, ah ouais, j'ai dit ça, j'ai fait ça. Donc ouais. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il faut que tu prévois plus, je trouve, que en soi, ton groupe est rendu où et tout ça, tu finis toujours avec l'expérience par savoir où tu t'en vas. Donc, un groupe pouvait dire, on a vu ça il y a 3 semaines. Fait que, ah oui, c'est vrai, donc 3 semaines plus tard, je suis rendu là. Ça, c'est avec l'expérience. Là. Mais ça se fait bien. Là. Mais quand tu arrives, justement, j'étais curieux de te demander au niveau de. Bon, tu parles de l'heure de planification, tout ça. On sait, les enseignants, ça travaille beaucoup à la maison pour faire de la correction, planification et tout. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que ça fait. Vous avez un montant d'heures qui est alloué à ça dans vos semaines de travail, ou c'est, exemple, je vais dire, t'as 32-40 heures, c'est juste de l'enseignement, puis le reste, c'est de l'extra que toi, tu fais sur ton temps. C'est un peu particulier comment c'est calculé. En fait, même nous, des fois, on a de la misère à le comprendre. En gros, comment je l'ai compris, c'est qu'on est payé 35 heures semaine, les profs. On n'est même pas payé 40 heures. On est payé 35 heures semaine. Et dans ces 35 heures-là, ça fonctionne par période d'enseignement. Une période d'enseignement,
on considère en gros que c'est 2h20. Donc, tu as 1h10 de cours, 1h10 de planification. OK. Donc, en gros, dans ton horaire, là, quand tu vois ton temps de cours, quand tu vois un cours, ça inclut 1h10 de planification à quelque part dans ta semaine. OK. Mais tu n'as pas de période allouée à ça. OK. Faut juste que toi, tu l'inclus là-dedans. Donc, si dans ta semaine, ça a fait qu'au final, cette semaine-là, tu as eu juste 3 périodes libres, et au final, que tu es supposé avoir fait 12h50 de planification, le reste, tu le fais chez vous. Okay. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais techniquement, oui, tu es payé pour ça, mais jamais un prof travaille vraiment 35 heures semaine. Un prof fait beaucoup plus que 35 heures semaine dans la réalité. Donc, c'est ça un peu la plainte des enseignants, c'est que tout ce temps-là qui est fait à la maison et qui n'est pas payé finalement. Ouais. Avec le temps, ça se calme. T'sais, mon cours d'histoire secondaire 4, je l'enseigne depuis 4 ans. J'ai plus besoin de le préparer autant. Je le corrige toujours autant, là, mais j'ai plus besoin de le préparer autant. T'sais, je refais ce que j'ai fait l'année passée, ça me prend pas autant de temps. Avec l'expérience, ça rentre. Mais les premières années, je faisais des semaines de 70 heures. Là. Ouais, faut que tu sois passionné. Vraiment. Puis c'est pas moi, planifier, j'aime ça, mais c'est pas ma partie préférée de l'enseignement. T'sais. Non. Donc tu sais, tu commences à 8 heures, tu te lèves à 6 heures, à 8 heures, t'es à la job à peu près. Moi, c'est à 8 heures que ça a commencé, des cours qui commencent plus tard. 3h30, t'as fini, tu rentres chez vous, il est 4h, 4h30. Tu soupes. Puis à partir de 6-7 heures, t'es chez vous, tu planifies, là. Puis tu finis vers 10-11 heures. Puis tu recommences. Puis la fin de semaine, c'est la même affaire. Puis là, tu as un rush de correction, parce que tu viens de ramasser 50 examens. Donc là, tu as un rush de correction. Donc là, ta planif, ta correction, il faut que tu réussisses à les mettre ensemble. Puis quand tu as un loose dans ton horaire, disons que tu as une période de loose dans ta journée, soit tu planifies, soit tu corriges, soit tu as des rencontres avec la direction, soit tu as des rencontres avec tes collègues, soit tu as des rencontres avec les professionnels dans le milieu de l'éducation, soit tu as des rencontres avec des élèves. Donc, tu sais, c'est une job qui demande énormément d'organisation pour être capable de s'en sortir. Si vous voulez devenir prof, attendez-vous à avoir besoin d'un agenda. Là. C'est un travail que vous avez besoin d'une très grande organisation, tout par vous-même, parce qu'il n'y a jamais un boss par-dessus ta tête qui va venir voir ce que tu fais. Il n'y a pas jamais un boss qui va venir dans ta classe et faire comme pas sûr que tu as bien planifié ton cours. Il n'y a pas un boss qui va te demander moi ta planif. Ou à part si ça fait ça, c'est soit que tu es nouveau, ça peut arriver, puis ils vont vérifier si tout est correct, soit tu es dans le trouble. Mais quand tu es rendu là, c'est que ça va pas bien. Mais en soi, c'est vraiment comme c'est vraiment faut que tu t'organises par toi-même. Et si tu as une famille, préviens ta famille. Parce que la blonde, les enfants, c'est rough à gérer en même temps. T'sais, moi, je viens d'une famille de profs. Ma mère s'enfermait dans son bureau et elle nous le disait. Là, vous devez me laisser 2 heures tranquille. Faut que je planifie mes cours. Puis nous, on n'a pas le droit de rentrer dans le bureau parce qu'il fallait travailler ces 2 heures-là. Mais après, donc, tu sais, c'est ça. Faut être extrêmement organisé pour être capable de bien tout gérer. Puis le nombre de fois, je me souviens, j'ai des profs, j'ai des amis profs, tout, mon coloc est prof. Puis, des fois, on game. Puis il me disait, entre 2 games, donc, lui, il sait pas de français, donc ça, c'est une faute de partie passée. Je l'entends qu'il corrige. Il corrige entre 2 games, parce que faut qu'il trouve un moment pour corriger, mais aussi pour jouer, pour faire du social. Oui, non, c'est sûr que c'est comme n'importe quoi. On a tous besoin à un moment donné aussi d'avoir des loisirs puis un break pour notre santé mentale à travers tout ça. Là. Il faut. Fait que, non, ok, je comprends. Fait que dans le fond aussi, j'imagine, un peu comme tu le mentionnais, quelqu'un qui veut s'enligner là-dedans, qui commence là-dedans, les premières années, c'est sûr qu'ils sont plus difficiles de ce que je comprends parce qu'il y a beaucoup de mécanismes de routine à mettre en place, de connaissances puis d'habitudes à prendre pour prendre ton aisance puis sauver finalement des précieuses heures au bout de tes semaines. Mais quand ça fait plusieurs années que tu le fais, là, tranquillement, pas vite, tu travailles encore plus que 35 heures, mais tu réussis à aller chercher un rythme que tu es capable de dealer un peu mieux avec, là. Exact. Comme je dis souvent, ce qu'on dit, c'est que les 5 premières années sont les plus rough parce que c'est là que tu te mets tout en place. C'est là que tu mets tout en place, c'est là que tu mets ta... Mais je dirais, le meilleur truc que je peux donner à quelqu'un qui commence, c'est soit on se sent coupable. On va même se sentir coupable de ne pas travailler. Puis ça, c'est très difficile. Par exemple, moi, je sais que
après mes 2 premières années, là, ou même mes 3 premières années, après mon année à 10 planif, je me suis dit que je pouvais plus travailler le soir. Okay. Que si je travaillais le soir, c'est que c'était une exception. Que j'allais travailler à la fin de semaine, que j'allais prendre une journée à la fin de semaine, que mon samedi ou mon dimanche allait être juste pour travailler, mais que les soirs, il fallait que je me libère la tête. Parce que sinon, ça devient... Puis c'est une job qui est extrêmement demandante émotionnellement aussi, parce que tu es toujours en contact avec des émotions. Tu as une trentaine de personnes devant toi, pleines d'hormones, qui savent pas comment gérer leurs émotions. L'adolescence, en plus... Qui t'es pitch dessus, tu sais. Ouais. Donc, puis les profs, généralement, nous sommes des gens qui sont empathiques, parce que sinon, on serait pas devenus profs, normalement. donc, on reçoit beaucoup, beaucoup de ça. Et c'est dur de se dire, comme, OK, là, faut que je le coupe. Là, il faut que je le coupe et que je mette ça de côté. Mais il faut le faire. Il faut le faire, puis généralement, puis les profs, c'est eux qui ont le plus haut taux de burn-out dans les 5 premières années comme métier. Puis il faut en parler, parce que justement, c'est lié à ça. C'est beaucoup lié à je ramène la job à la maison à tous les soirs. Parce que tu sais, je sais pas ce que tu fais toi dans la vie, là, mais. Ouais, moi je suis gestionnaire dans des entrepôts, en fait. Donc j'imagine que comme gestionnaire, quand tu as des problèmes avec ton personnel, des fois tu dois en ramener à la maison. Ouais, ben oui, 100%. Ou nous autres, on a beaucoup le fameux le courriel sur le téléphone, puis tu sais d'avance que la marde est pognée, puis il va falloir que tu gères une crise demain ou peu importe. Là. Donc, tu peux imaginer ce qu'on peut vivre avec le fait que quand tu rentres à la maison, c'est pas fini ta job. Là. Ouais. Quand tu rentres à la maison, là, comme, juste avant le podcast, juste avant que je parte, je m'en allais partir de la job, puis je reçois un courriel d'une élève qui me dit je suis en conflit avec tel, ça va vraiment pas bien. Puis là, en tout cas, elle met plein de détails, puis genre, aide-moi. Ça finit avec aide-moi en majuscule. Là, je suis comme, bon. Puis là, je suis bon, je vais prendre 5 minutes. Là, je suis allé voir quelqu'un, une technicienne, une TES, une technicienne d'éducation spécialisée, qui me disait qu'est-ce que je fais avec ça, comment est-ce qu'on gère la situation. Puis, c'est un peu plus de temps, mais je l'ai encore dans la tête. Je sais que je vais repenser à soir, que faut que, qu'est-ce que je fais avec elle demain, puis ça va arriver. Donc, c'est une job que c'est difficile de se séparer, mais c'est essentiel. C'est vraiment essentiel de le faire parce que tes émotions sont toujours... Tu vas toujours être englouti par les émotions de tout le monde. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Ça devient trop demandant. C'est ça, j'allais dire. Comme tu as dit, vous êtes en général des personnes empathiques, mais c'est ça, il faut vraiment t'apprendre à te détacher là, parce que c'est sûr qu'en partant, il y a beaucoup de... J'imagine, je me rappelle de mon parcours au secondaire puis de quoi ça avait un peu l'air en étant un jeune, mettons, à l'époque, là, de mes souvenirs lointains jadis d'une autre époque. Mais ça reste que c'est des bébites d'émotions. C'est normal, je te parais. On sait pas comment les communiquer comme tout le monde. T'apprends, t'évolues. Tu peux dire des choses super méchantes sans t'en rendre compte parce que il y a plein d'aptitudes sociales qui sont en cours de développement à ce moment-là, mais toi, t'es un adulte qui reçoit ça, là, fait que des fois, ça doit être ok, attends. Là. Puis des fois, ils s'en rendent même pas compte qu'ils te projettent tout ça ou ils pensent que t'es invincible. Tu sais, des fois aussi, les jeunes, est-ce que toi, tu te souviens d'avoir pensé comment ton prof peut se sentir dans une classe? Non, tu sais, au secondaire, on fait pas ça, là, très rarement, à part si on veut écœurer le suppléant. Mais sinon, non, on fait pas ça et c'est normal. On n'est pas. Les ados ont assez de misère à se projeter en dehors d'eux-mêmes. Et c'est une caractéristique des adolescents du développement de leur cerveau et tout ça. C'est vraiment pas négatif, je dis pas ça péjorativement, c'est vraiment une caractéristique des adolescents que, au fur et à mesure du temps, ils s'ouvrent beaucoup plus à l'autre. Puis évidemment, c'est une généralisation, il y a des ados qui sont beaucoup plus capables de le faire que d'autres. Mais en soi, ça reste que c'est une réalité. Puis, à ce moment-là, toi, comme adulte, il faut que tu sois capable de te rappeler de ça. Que ce qui te projette, il n'y a aucun filtre là-dedans. Et toi, il ne faut pas que tu sois une éponge de ça. Ouais. Il faut être sympathique sans être empathique. Ouais. Et c'est pas facile. C'est pas facile à faire. C'est vraiment une coupure à faire qui est complexe. Là. Je sais que je voulais revenir justement à la base, un peu avant de devenir enseignant. Tu as ton propre parcours à suivre pour pouvoir enseigner éventuellement dans les écoles. Ça ressemble à quoi les parcours au niveau de l'éducation ou des formations et compagnie que quelqu'un doit faire ou entreprendre pour devenir enseignant au secondaire, justement?
Alors, c'est assez simple. Il y a ben bon. Il y a techniquement plusieurs parcours possibles, mais il y en a un qui est comme la voie dorée pour y aller, c'est le bac en enseignement. Mm-hmm. Donc, tu fais je vais le dire, un diplôme d'études collégiales, un DEC pré-universitaire, puis par la suite, tu rentres à l'université pour faire le baccalauréat en enseignement secondaire. OK. Dans ce bac-là, tu vas choisir, en t'inscrivant, tu choisis une matière. Donc, soit tu fais le baccalauréat en enseignement secondaire des mathématiques, de la science et de la technologie, d'histoire, en fait, d'univers social, d'éthique et culture religieuse, d'éducation physique. Tu peux faire le BEALS, qui est donc le bac pour l'enseignement de l'anglais langue seconde, qui est assez différent des autres, d'ailleurs. OK. Et je pense que j'ai fait le tour de différents bacs pour le bac en enseignement. C'est pas mal ça. Peut-être si j'en oublie, je suis désolé. Là. Et donc, et par la suite, ben, tu fais ce bac-là. Durant ce bac-là, tu vas avoir 4 stages. Okay. C'est un bac de 4 ans. Donc, durant ce bac-là, tu fais un stage par année. Chaque stage est de plus en plus long et complexe. Ton premier stage, c'est de l'observation. Ton 4e stage, c'est que tu prends en charge 50% de tâches d'un enseignant. OK. Et donc, c'est vraiment, tu auras une bonne progression entre les 4. À la fin de ton bac, tu obtiens ton baccalauréat en enseignement secondaire et ton brevet d'enseignant. OK. Et le brevet, c'est un permis qui te permet d'enseigner au Québec. OK. Donc, ça, c'est une des façons de faire, mais de plus en plus, maintenant, ils ont ouvert une autre façon de faire assez récemment, qui est la maîtrise qualifiante. OK. Donc, ça, c'est par exemple, si j'avais un bac en histoire, je ferais par la suite d'aller faire une maîtrise pour pouvoir être qualifié comme enseignant et avoir mon brevet à la fin. OK. Donc, c'est qui est possible. Il y a possibilité aussi d'avoir fait des études en dehors du Québec et d'avoir, par exemple, en Ontario, et par la suite de faire des qualifications pour avoir ton brevet. Okay. Mais si tu n'as pas ton brevet en théorie, et je mettais vraiment en théorie, si tu n'as pas ton brevet, tu ne peux pas enseigner. OK. Dans la réalité, avec le manque de main-d'œuvre, il y a bien du monde qui n'ont pas de brevet qui enseigne. Il y a du monde qui commence le bac qui enseigne en ce moment. C'est vraiment dû au fait qu'il n'y a pas de monde. Il manque trop de monde. Okay. Donc, ça, là-dessus, on couvre la partie, je m'en doutais, on couvre la partie que si quelqu'un veut aller en enseignement, il ne manque pas de job. Là. Alors, non, mais c'est quand même ironique parce que non, il manque pas de job, mais il manque des bonnes jobs, souvent. Ouais, je comprends. Parce que, je donne un exemple. Là, je voyais quelqu'un qui disait qu'il voulait aller faire histoire et géo, là, son de Phoenix. Le surnom d'univers social à l'université, c'est univers chômage. Okay. Dans le sens que si tu veux enseigner en histoire géo, bonne chance. OK. Moi, j'ai été extrêmement chanceux quand je l'ai eu. Parce que il y a pas de prof d'univers. Univers social, tout le monde veut faire ça au final. Donc, même si à part si tu vas dans un quartier défavorisé, dans une école défavorisée de Montréal, là, tu vas avoir la job, qu'importe ce que tu fais. Mais si tu es à Gatineau, Québec, Lac-Saint-Jean, même Sherbrooke, où moi je suis, il n'y a pas de job en univers social. Tu vas avoir comme des contrats de remplacement de 8 semaines à 50% de tâches. Tu vas avoir des bribes de choses. Donc, il nous manque beaucoup, beaucoup de profs, ça c'est vrai, mais il manque beaucoup de profs pour faire des 50% de tâches, pour faire des 30% de tâches, pour faire des 40% de tâches qui incluent l'espagnol. Okay. C'est des affaires de même qui manquent. Et ça, il en manque full. Et il manque énormément de suppléants aussi. On ne sait plus qui demander. On est rendu à demander aux parents là, pour faire de la suppléance. Et c'est même pas une blague. Là. Donc, ça, c'est vraiment problématique. Mais en soi, si tu veux un poste à 100% de tâches, un beau poste à 100% de tâches, ça, en soi, il n'y en a pas tant. Okay. C'est ça qui est problématique. Ensuite, dans les centres qui ne sont pas Montréal. Encore une fois, Montréal est une réalité complètement différente du reste du Québec. Mais je donne une idée. En moyenne, quand moi j'ai fini mon bac et j'étais à Québec à ce moment-là, on me disait que pour être prof d'histoire à Québec, c'est à peu près 10 ans d'attente pour un poste à 100% de tâches. Finalement, ça, quand on parle de 100% de tâches, c'est 100% que tu enseignes que de l'histoire. Non, 100% de tâches, ça veut dire que tu travailles à temps plein. Okay. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Comme là, je suis à 100% de tâches, mais j'enseigne tous les cours que je t'ai nommés tantôt. OK, fait que à 50% de tâches, c'est que tu as juste l'équivalent de travailler 20 heures, là, finalement, pour quelqu'un qui travaille dans un autre job. Là, ouais.
Fait que ton salaire est à 50% aussi. Exactement. Donc, ton salaire, évidemment, est au pourcentage de ta tâche. Moi, je suis à 100% de tâche, donc j'ai 100% de mon salaire. Mais si j'étais 50% de tâche, je serais à 50% de mon salaire. Est-ce que dans ce temps-là, ça arrive que du monde... c'est là que des fois, du monde vont comme, mettons, je sais pas, faire un 2,50% dans 2 écoles différentes ou des trucs de même? Oui. Oui, c'est là que justement la fatigue devient encore plus intense. Parce que, par exemple, moi, quand je suis entré à l'école que je suis actuellement, on m'avait offert juste un 50% de tâches. OK. Et j'avais eu la chance, ça c'est intéressant avec la personne avec qui on parle sur Twitch, j'avais eu la chance d'être enseignant de la concentration e-sports d'une autre école secondaire en même temps. Donc, ce que j'avais essayé de faire les deux. Donc, je serais enseignant d'histoire où je suis présentement et j'aurais été enseignant de la concentration d'e-sports dans l'autre école. J'ai essayé de faire fitter mes horaires, j'ai essayé de faire fitter mes horaires, finalement, ça n'a pas marché à cause que mes horaires ne fitaient pas. Mais quand je regardais mes horaires, ça faisait comme que le matin, j'étais à telle école, après ça, il fallait que je bouge à l'autre école, après ça, il fallait que je revienne à la dernière période pour donc, des fois, c'était des erreurs de même qui fitaient. Donc, il y a du monde qui le font, là. Il y a du monde qui font ça de 50-50 ou des choses comme ça. Mais il faut que tu t'arranges, faut que tu te mettes ami avec les secrétaires, les gens qui font les horaires, donc, pour essayer de faire fitter tes horaires dans le bon ordre, pour être capable de gérer tout ça. C'est beaucoup de déplacements, Donc, tu sais, au final, je voulais le faire parce que être prof de concentration e-sports, quand t'es un prof geek, tu dis oui. Ouais, c'est cool comme projet, là. C'était vraiment un beau projet, c'était de partir le programme en plus, puis tout, ça aurait été vraiment cool. Mais ça aurait été fou, là. Je pense que ça aurait été une mauvaise idée au final pour ma santé mentale, là. Ouais, donc, surtout considérant que, bon, à ce moment-là, tu commençais aussi, là, comme tu dis, là, je pense, l'enseignement. C'était ma deuxième école, mais c'était pendant la pandémie en plus. Donc, c'était... Déjà que la pandémie devait être, c'est ça, assez rock'n'roll ça, on pourrait faire un podcast au complet sur l'enseignement, sur la pandémie et l'enseignement. C'est clair. Mais justement, je fais un petit parallèle rapide, puis on revient après, parce que tu as parlé de e-sport, je trouvais que ça sonnait bien. On avait Jean Pigeon qui demandait une question concernant spécifiquement Twitch et l'enseignement en tant que prof. Comment réagir ou quoi faire si un élève vient le voir, puis tu le sais finalement, là, il découvre que tu es streamer, puis il vient le voir, comment tu gères ça comme situation? Alors, ça m'est arrivé plus qu'une fois que les gens finissent par trouver ma chaîne Twitch, parce que je le cache pas en soi que je suis streamer. Évidemment, je fais pas ma pub à l'école, là. Mais je fais pas du poaching de recrutement à l'école. Mais des fois, ça m'est arrivé d'en parler pour X ou Y raison. Puis, les ados, ils finissent par chercher. Je suis quand même bien caché parce que mon nom est assez bizarre, puis ils finissent pas. Mais ça reste que c'est arrivé. Puis, les fois que c'est arrivé, en fait, j'ai eu deux types de fois. Genre, soit ça arrive, ils font « Hey, j'ai trouvé. » Je suis comme « OK, puis, c'est drôle. OK. C'est tout. Puis, ils m'en parlent plus. Ça. Ou « Hey, je t'ai vu l'autre fois, t'avais la niaiseux quand t'avais ça. » Ouais. C'est beau, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. J'en parle pas, je t'allais pas plus ça. Mais ce qui est arrivé à un moment donné qui était plus malaisant, c'est la première fois que ça m'est arrivé, c'est que c'est quelqu'un qui est arrivé sur mon stream. Il y avait un surnom. Il est revenu souvent sur mon stream. Il était vraiment rendu très très présent sur mon stream. Il était sub. Même que c'était au début de ma chaîne, donc j'étais même mis modo. C'était tout le temps là. Il faisait même la job de modo pour tout. Puis je m'entendais super bien avec lui. Et en parlant avec lui plus, j'ai commencé à tiquer sur des choses qui me disaient que je faisais comme « Hey, c'est comme mon élève. » Et finalement, après ça, je suis allé le confronter à l'école. Je dis, c'est-tu toi? Puis il a dit, ouais, c'est moi. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait là? Tu sais, ça n'a pas d'allure ce que t'as fait de me cacher ça, que c'était toi, tu sais. Puis surtout que je t'ai fait confiance, je t'ai nommé modo, puis en plus, tu subs, tu me donnes de l'argent. Ça n'a pas d'allure. Donc, j'ai dit, là, maintenant, je sais, t'es plus modo. 2, je veux plus que tu subs. Je veux vraiment plus que tu subs. Parce que je veux pas avoir l'impression, pour X ou Y raison, que j'ai un conflit d'intérêt. Ben oui, non, c'est ça. Et après ça, et ça s'est calmé. T'sais, il est revenu par la suite, parce que j'ai même presque plus vu. Il parlait un peu dans le chat, mais sans plus. Quand j'ai pu comme élève, quand il a gradué, il est revenu, puis là, il est assez souvent sur ma chaîne. Okay. Mais ça a été ça ma pire chose que j'ai eu à réagir avec. Ce qui pourrait un jour être problématique, peut-être, c'est si genre je me fais enregistrer en train de dire des niaiseries, puis que les parents voient ça. Parce que tu sais, ma chaîne est 18 ans et plus. Je sacre quand je live, je peux dire des niaiseries, je peux parler de choses que les élèves ne m'entendraient pas parler en général. Mais bon, je suis conscient de tout ça, puis c'est ma vie, ça reste ma vie
privé, entre guillemets, donc j'ai quand même une certaine liberté de ce que je peux faire dans ma vie privée. Si ton contenu était fait pour tes Non, c'est élèves, là, ça. finalement. Là. Exactement. C'est comme tu fais tes affaires avec d'autres personnes, puis c'est ça. Tu as le droit quand même à avoir cette liberté-là encore, mais c'est sûr que, bon, même si tu as le droit, c'est sûr que ce serait genre une situation qui serait sûrement un peu fatigante. C'est plus qu'il faudrait que je gère comme un parent qui serait pas content de voir ça, ou un élève. En tout cas, ma direction est bien au courant. Ça les dérange pas. Donc, ils comprennent pas trop ce que je fais anyway. Donc, ça les regarde pas. Mes collègues sont au courant. La plupart de mes collègues savaient que j'étais ici aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, non, c'est pas quelque chose qui est très dérangeant en soi. C'est juste drôle parce que à la fin de mon secondaire 5, mon dernier cours que j'ai dans le secondaire 5, j'ai toujours une période que je leur dis, c'est le dernier cours, je vais répondre à toutes vos questions que vous avez. Toutes les questions que je vous ai dit, je te parlerai pas de ça, ou je réponds à toutes vos questions, puis n'importe quoi. Et il y a toujours la question de c'est quoi ta chaîne Twitch, au final. Donc, souvent en secondaire 5, je finis par donner ma chaîne Twitch. Puis j'ai beaucoup de mes anciens élèves qui viennent me voir, me dire allô. Puis c'est plus pour prendre des nouvelles, en fait, genre. C'est quand même cool, ça. Ouais, ça c'est cool. C'est comme ça, une façon pour eux de garder un contact avec moi, puis que moi je puisse garder contact avec eux. Donc, ouais, j'ai quand même une couple de mes anciens élèves qui reviennent fréquemment. Ouais, c'est quand même cool parce que, tu sais, moi je me rappelle justement, ben, tu sais, on a tout, je pense. Puis ça fait partie aussi, j'allais te poser des questions, parler plus de salaire et tout, mais avant d'en arriver là, tu sais, j'imagine, autre que le salaire, un peu comme la semaine passée dans mon épisode, j'ai rencontré un éducateur à la petite enfance. Ouais, Silhouette, ouais. Que je trouvais que, bon, c'est le genre de métier où tu as une certaine gratitude, puis tu marques de manière importante aussi du monde. Là. Moi, mes bons profs de secondaire que j'ai trippé, je m'en rappelle comme si c'était hier. Là, ces professeurs-là, ils m'ont marqué, puis je vais sûrement m'en rappeler toute ma vie de ces professeurs-là. Fait que ça doit quand même être cool. Puis ça, en plus, ben, ça donne une porte de garder contact. Mettons, moi, mon prof d'histoire cool, Stéphane, dans son lacan, ben, on n'avait rien là, pour garder contact. Là, à part le retrouver, puis enseigne peut-être plus. C'était plus compliqué, mais avec le web et tout, aujourd'hui, au moins, ça doit faire spécial. Je sais pas, dans 10 ans, mettons, je suis un de tes jeunes, il y a un bout, il est rendu à 20 quelques, quasiment 30, puis il se ta chaîne Twitch, puis genre, c'est un adulte mature et tout, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment le fun quand ça arrive, quand tu revois le monde à qui t'as enseigné, puis qui ont grandi, qui ont vieilli. Tu sais, j'ai pris un coup de vieux récemment quand j'ai vu une de mes élèves qui avait un enfant. Donc là, c'était. Après ça, mes collègues m'ont dit attends de lui enseigner pour voir quand tu vas enseigner aux enfants de tes élèves. Là, tu vas prendre un vrai coup de vieux. Là. Hey, c'est vrai, pareil que ça va. C'est sûr que ça finit par arriver un moment donné. Ben oui, c'est sûr. Puis ça, c'est vraiment drôle. Ou tu sais, par exemple, notre éducatrice spécialisée en ce moment, une de mes collègues lui a enseigné au secondaire. Donc, tu sais, ben sont rendus collègues, tu sais. Hey, ça, donc, c'est spécial. Ouais, donc ça me fait beaucoup. Ça, c'est toujours des choses qui me font rire, mais oui, le lien, tu sais, tu disais que t'as des profs qui t'ont marqué, puis une des choses qui m'a souvent, quand on me pose la question pourquoi t'es devenu prof, c'est parce que moi, je savais pas ce que je voulais faire nécessairement dans la vie, mais je savais que je voulais marquer les gens. Mm-hmm. C'est ça mon but, je voulais que les gens se rappellent de moi au final. Mm-hmm. Et je savais que prof ferait ça. Ouais. Parce que moi, tu sais, toi, tu dis que c'était Stéphane, ton prof d'histoire qui t'a soutenu. Ben moi aussi, c'est mon prof. Moi, c'est Mathieu, qui est mon prof d'histoire du secondaire 4, qui m'a le plus marqué. Puis je base beaucoup mon enseignement aujourd'hui sur, entre autres, lui, tu sais, sur comment est-ce que lui enseignait l'histoire. Puis ça, c'est drôle parce que quand il a su que je suis devenu prof d'histoire, j'avais Facebook, donc on s'était acheté sur Facebook. Maintenant, j'ai vraiment fait le saut quand il est venu me poser des questions sur le cours. Parce qu'il avait comme arrêté 1 an, puis il a fait hey, là, dans le nouveau programme, il y a ça, qu'est-ce que t'en penses? J'étais comme, oh my god! Tu sais, c'est le feeling de faire comme, oh, c'est quelque chose quand même comme feeling que la personne que toi t'as marqué vient de voir comme collègue maintenant. Là, c'est vraiment un beau feeling, mais oui, donc, oui, le lien que je crée avec mes élèves, c'est l'affaire la plus importante pour moi, puis c'est beau de voir, c'est vraiment beau de voir ça, puis ça, je tiens beaucoup ça de mes parents parce que comme je dis, mes parents sont. Ben, ma mère et mon ex-beau-père, c'était des profs. Mm-hmm. Puis ma mère m'a toujours dit Hugo, concentre-toi pas sur la gestion de classe. Concentre-toi pas sur ta matière. Concentre-toi sur créer des liens avec tes élèves. Si t'es capable de les lier à toi, t'as plus besoin de faire de gestion de classe. Si tes élèves sont capables d'avoir un lien avec toi de confiance, t'as plus rien besoin.
Parce que le reste, ça va venir tout seul. Ta matière, tu connais. Tu as fait un bac là-dedans. Tu connais ta matière. Ta gestion de classe, tu n'as pas besoin parce que s'ils te respectent, ils vont pas vouloir te gosser. Ouais. Donc, et c'est le cas. Le nombre de fois que je peux entendre une nouvelle élève qui commence à essayer de faire sa tête, parce que d'ailleurs, si je parle toujours au féminin, c'est parce que j'enseigne dans une école de filles. Okay. Donc, je fais pas de. C'est pas. C'est bon que tu le précises. Dans ma tête, ça fait 4 ans que j'enseigne juste à des filles, là, donc ça se peut que je fasse des fois que je suis juste une élève. Là. Oui. Donc, quand j'ai un nouvel élève qui arrive dans une classe qui essaie de faire son tough avec moi, puis là, les autres font non. Là, tu fais pas ça ici, là. Tu sais, c'est parce que pas dans cette classe-là. Là. C'est comme toujours un peu gratifiant. Fait comme, OK, j'ai réussi à créer ce lien-là pour que les élèves le sachent que, lui, il est cool. Lui, il va être le fun. T'as pas à avoir peur de lui. T'as pas à essayer de faire ton tough avec lui. T'as pas besoin, t'sais. Ouais. Donc, ouais, ce feeling-là... C'est un bon point, t'sais. Moi, je me rappelle, c'est ça, j'ai des souvenirs de secondaire, j'ai fait... secondaire 3, ça avait donné, on avait un programme... Là, j'ai oublié le nom, faire exprès, mais c'était un programme axé sur la technologie, là, finalement. Puis, on avait vraiment plus d'options cours en techno puis tout. Mais on était le même groupe dans tous nos cours. C'était toute la même classe dans français, maths, peu importe. Puis, tu sais, tu pouvais voir la différence entre certains professeurs, que les cours devenaient vraiment plus bordéliques, tannants, versus d'autres qu'on trouvait tellement cool que, tu sais, tout le monde voulait avoir une bonne relation avec le prof parce qu'il était cool, il était le fun, tu sais, tout le kit. Fait que c'est sûr que je comprends ce que tu veux dire parce que ça enlève la gestion de classe. Si tu gagnes leur respect puis que c'est intéressé là, finalement. Là. Puis ça, c'est quelque chose que comme ma mère, elle enseigne au primaire. Puis au primaire, tu as beaucoup l'émulation qu'on appelle, les points, que tu gagnes des points. Puis si tu fais une bonne affaire, quand tu fais une mauvaise affaire, tu perds des points. Puis c'est toujours lié à ça. Puis il y a beaucoup de profs qui sont stickés sur l'émulation. Puis c'est juste comme si tu agis bien, tu auras un cadeau. Si tu agis pas bien, tu auras une punition. Okay. Puis ça, c'est quelque chose que ma mère a toujours haï pour mourir. Puis elle m'a toujours dit, genre, jamais fait ça, Hugo. Ça marche pas de même. Ça marche pour un animal, ça marche pour un chien, ça marche pour... Mais un humain, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ça va marcher à court terme. Mais dès qu'il n'a plus le nanan, qu'est-ce qu'il va faire, l'élève? Il va le demander, le nanan. Mais s'il ne peut plus l'avoir, il va juste repartir dans ses mauvaises habitudes. Et c'est ça, et c'est à partir de ces conversations-là que j'ai réussi à comprendre que le plus important, c'est vraiment la création du lien. C'est pas un taux de réussite à 100%. J'ai des élèves avec qui j'ai un bon lien, mais qui dérangent quand même dans une classe, là. Mais c'est quand même de ma connaissance, de mon background que j'ai, de mon expérience que j'ai quand même depuis le temps, puis j'ai travaillé dans des classes vraiment pas faciles dans ma carrière jusqu'à maintenant, ça marche, c'est ce qui est le meilleur truc. Donc, concentrez-vous vraiment, apprenez ce que vos élèves aiment. C'est plus facile quand t'es jeune d'ailleurs, parce que tu sais, je sais c'est quoi TikTok, là. Je sais c'est quoi. C'est vrai. Puis, tu sais, je sais c'est quoi, tu sais, je connais Twitch, là. Donc, tu sais, je suis sur Twitch, je connais mieux Twitch qu'eux, là. Donc, tu sais, c'est. Mais tu sais, c'est toujours le fun. Par exemple, tu demandes à un élève comme il y a ça, puis tu entends parler genre de telle affaire. Incruste-toi en conversation. Genre, pourquoi, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ce trend-là? Puis là, il te le montre. Hey, check, c'est ça, puis là, il fait ça, puis là, c'est cool. Hey, c'est bizarre, tu sais. Puis tu peux réagir comme toi, tu penses pour vrai, là. Ouais. Vous êtes bien bizarre, tu sais. Puis il aime ça, il trouve ça drôle de voir ça, tu sais. Il aime ça que tu sois naturel au final, là. Ouais. Non, c'est vrai que. Mais ça, c'est-tu. Finalement, je sais pas à quel point c'est possible là, d'éviter de vieillir puis de tomber un peu en retard, mettons, sur certaines technos et tout, là, mais j'imagine que ça doit faire partie des objectifs aussi de se garder fresh, au frais et au courant de ce qui se passe parce que, bon, ben, pour connecter avec eux, ben, si tu sais pas, justement, un prof qui connaît pas TikTok, qui connaît rien des réseaux, ben, il parle peut-être plus avec des prises des fois, mettons, pour comprendre leur réalité, là. Oui, c'est sûr que ça aide, mais faut pas oublier que ta plus belle ressource que tu as pour t'aider à comprendre ça est devant toi. Ouais. C'est eux. Donc, si toi, tu t'intéresses à leurs affaires, il y a beaucoup plus de chances qu'eux s'intéressent à tes affaires. Ouais. Et donc, je sais pas si vous avez déjà... Je sais pas si toi, tu as des petits frères, des petites sœurs aussi, il y a des gens qui ont des ados dans le chat, là. Mais il n'y a rien de plus fort chez un ado que le sentiment d'injustice. L'ado aime pas ça se faire traiter comme un pas égal. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait une autorité. Il faut vraiment qu'il y ait une autorité. Il faut que tu sois capable de mettre ton autorité en place. Il faut que tu te rappelles à l'élève que c'est pas ton ami, c'est un élève.
Mais il faut quand même trouver la nuance avec, quand même t'ouvrir un peu à lui pour qu'il soit capable de sentir qu'il peut te parler, puis qu'il va connecter avec toi, puis qu'il peut il peut te parler de ses affaires, puis tu vas le comprendre, puis tu vas l'écouter, ou il peut même lui t'apprendre des choses. Puis moi, je dis toujours ça à mes élèves, à la fin d'année, je fais, gang, vous avez l'impression que je vous ai appris beaucoup de choses cette année, là, mais vous m'en avez appris encore plus. À chaque année, j'apprends de mes élèves. À chaque année, j'ai la façon qu'un élève a réagi, la façon que j'ai pu agir avec un élève qui s'est bien passé, m'a fait apprendre de plus. Une façon, quelque chose qu'un élève m'a dit. Hey, le nombre de fois que j'ai des élèves qui m'apprennent des choses sur mes propres matières que je connaissais pas parce qu'eux-mêmes sont passionnés par ça. C'est fou, là. Tu sais, j'ai une élève, son R5, qui, en ce moment, une de sa passion, c'est la mythologie grecque, là. OK. À toutes les fois que je parle de mythologie grecque, je la nomme, je suis comme, peux-tu m'expliquer, s'il te plaît? C'est elle qui va en parler. Donc, très récemment, je parlais du mythe de Prométhée. Puis je fais comme là, puis là, je dis à la fin, là, tu me corrigeras si je me trompe, ou c'est ça. Elle dit, non, c'est pas mal ça. Puis à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça qui s'est passé à la fin, puis après ça, puis en plus, il y a l'histoire suivante. Fait comme, j'étais beaucoup courant. Donc, tu sais, c'est hot, ça. Tu crées ce lien-là avec, parce que justement, en apprenant ce que tes élèves sont passionnés, ben, tu peux les amener avec toi après ça, puis tu peux utiliser ce qui les passionne pour les intéresser à toi, ta matière, faire des liens avec ça. Ça veut pas nécessairement dire, tu sais, ça veut pas dire que je fais des TikTok avec les élèves, mais ça veut dire qu'au moins quand je parle de TikTok, je sais de quoi je parle. Ouais. Puis que quand après ça, je veux les référer à des choses qu'ils connaissent, ben je peux faire ces références-là, puis ils vont penser que je suis pas juste bizarre quand je le fais. Donc, ouais. Hey, j'ai une question qui m'est arrivée sur le fly comme ça, parce qu'on parle de TikTok, puis je me suis rappelé de un petit moment de ça, un professeur qui faisait des vidéos bien fâchées sur TikTok. Je pense que c'était un professeur de maths. Puis dans le fond, il prenait il y avait des trends où ce que les gens expliquaient comment tricher des calculs avec des formules, mettons, mais que c'était comme semi-legit, que ça marchera pas tout le temps, tout le kit. Puis là, il y avait plein de monde qui écoutait ça, puis qui prenait ça comme un peu pour du cash, là, finalement, là, des jeunes surtout. Là, t'avais des professeurs qui étaient comme un peu fâchés, mettons, parce qu'ils disaient là, tu montes des mauvais plis, un peu, là, au niveau de ce que nous, on essaie d'enseigner ou peu importe. Ça arrive-tu, ça, mettons, justement, qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui, des fois, faut que tu rattrapes un peu de la désinformation-ish, où ce que les gens, ils vont prendre soit des faits ou des trucs, puis ils pensaient que bon, c'est comme ça ou telle connaissance, mais finalement, ils disent non, c'est n'importe quoi, c'est pas vraiment comme ça. Ça arrive très fréquemment que je vois ça, du genre un élève qui arrive en se disant ben là, j'ai vu ça sur TikTok, ça commence toujours de même. Ouais. J'ai vu ça sur YouTube. Puis là, à toutes les fois, je m'assois, je fais comme OK. Puis là, je laisse aller. Puis là, je laisse essayer de raconter. Puis souvent, il se rappelle plus ou moins ce que c'est. Donc oui, ça m'arrive. Je trouve ça toujours bien drôle. Moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est de pousser plus loin pour essayer de voir qu'est-ce qu'il voulait dire. Pour essayer de trouver c'est quoi la vérité. Parce que souvent, ces affaires sont basées sur de quoi de vrai. Ils sont exagérés par la suite ou il y a des choses inventées par la suite, mais c'est quand même souvent basé sur de quoi de vrai. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, j'essaie de rattraper l'info. Des fois aussi, ça arrive que je fais comme écoute, je le sais pas. Puis ça, souvent, c'est important qu'un prof sache dire « je le sais pas ». Ouais. Parce que nous ne sommes pas des encyclopédies vivantes. Non? Des fois, on a des... Non. On a des fois que oui. Et non, des fois, on a des choses qu'on ne sait pas. Ça me fait toujours rire, genre quand les élèves me demandent genre, par rapport à tel sujet qui s'est passé en 1442, il y a eu tel... Je suis comme, mais je l'ai pas étudié, ça. C'est pas ça? Non, je connais pas tous les éléments de l'histoire humaine. C'est pas... c'est pas ça. Mais je lis pas... Non, je ne lis pas le dictionnaire tous les soirs, comme dit Bianca dans le chat. c'est... Ouais, c'est ça, on est déçu dans le chat. Mais voilà, donc faut dire. Donc oui, ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui arrivent sur ça. Évidemment, en histoire, c'est plus souvent des fausses histoires que je fais juste dire. C'est pas vrai, ou c'est beaucoup de légendes urbaines qui sont vues sur TikTok comme étant des réalités. Moi, c'est un de mes gros fun d'envie de parler des fausses nouvelles. Je fais souvent ça, des fois, je fais des blocs dans mes cours pour parler d'une fausse nouvelle, comme si une fausse nouvelle qui était bien à la mode de ce temps-ci, je la prends, puis je montre aux élèves comment la défaire, cette fausse nouvelle-là, comment voir qu'elle est fausse, puis tout ça. J'ai fait beaucoup ça quand Trump était au pouvoir, beaucoup je faisais ça justement pour essayer de montrer comment est-ce qu'on peut faire ça en anglais ils disent du fact-checking, donc la vérification de faits, comment est-ce qu'on fait ça, puis la méthode historique permet ça.
Donc, je prenais ma méthode historique que je montrais à mes élèves. Je montrais théoriquement ce qu'est la méthode historique. Puis après ça, je l'appliquais pour faire du fact-checking. OK. Donc, Ça, cool. vérification des sources, tout ça. Donc, ça, souvent, les élèves aimaient bien ça, justement, pour être capable de. Pour être capable justement de faire le suivi avec eux, puis qu'eux-mêmes, ce soit des choses qui les intéressent, parce que c'est eux qui m'amenaient souvent les fausses nouvelles, puis que je garde avec eux de vérifier les faits. Là. Donc, ben, c'est ça, c'est intéressant. Mais tu sais, à quel point aussi, finalement, tu sais, mettons, d'apprendre à vérifier des faits, c'est pas quelque chose qu'on associe nécessairement à une matière, mais c'est quelque chose que tu enseignes en même temps, tu sais, comme l'enseignement c'est plus large que juste la matière que tu enseignes. Tu enseignes des concepts de comment penser, de la pensée critique, des trucs comme ça qui se construisent autour. Fait que c'est intéressant de sortir un peu justement. Là, on met une étiquette souvent, là, bon, ben, prof d'histoire, ben, c'est juste de l'histoire. Il y a rien d'autre. Mais c'est finalement, il y a des trucs autour de ça aussi. Là. Puis il y a des profs qui font juste de matière, puis c'est parce qu'ils sont bien là-dedans, ils sont confortables là-dedans. Moi, je suis pas capable. Moi, des fois, ça me nuit parce que des fois, j'arrive pas au bout de à la fin de mon année. Je suis dans le rush parce qu'il faut que je finisse parce que j'ai perdu trop de temps à parler d'autres choses dans mes cours. Quand il y a les examens du ministère à la fin de l'année, des fois, il faut que je me rattrape. Mais en soi, non, c'est beaucoup, moi, dans mes cours, les élèves le disent souvent, là, c'est des cours que je fais des bulles. Je fais juste des bulles tout le temps. Puis là, je parle sur un sujet, moi, ma passion dans l'historique, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Donc, qu'il y a un cours que je parle pas de nazi, que je parle pas de nazi dans une année, c'est impossible. C'est sûr que dans une année, je vais parler de nazi à quelque part, là, qu'importe le sujet. Donc, c'est toujours ça. Donc, oui, il faut avoir une bonne connaissance générale pour être capable justement de sortir de ta matière puis intéresser les jeunes à plein de sujets. Puis en sciences, c'est la même chose. Les questions qui pop en sciences, c'est fou, là, surtout pour des élèves secondaires 1 et 2 qui ont une curiosité sans borne. C'est incroyable, les questions qui te pop. Et justement, tantôt, tu parlais du fait qu'il faut être capable de se revirer de bord facilement, mais dans un cours aussi. Dans un cours aussi, des fois, tu sais pas que tu es supposé parler des météorites aujourd'hui, puis finalement, tu finis par parler de sexualité pour tu sais pas quelle raison, mais ça finit de même parce que, hey, bizarre, t'as une question, puis c'est popé, puis là, tu lèves la main, puis là, ça fait 40 minutes que finalement, t'expliques la reproduction, alors que tu partais pas là-dessus, pas en tout. Ou souvent, de ce temps-ci, on parle beaucoup de la colonisation de Mars, parce que je suis là-dedans dans mes cours de sciences. Puis à toutes les fois que ça finit, genre, à ce moment, je parle des aurores polaires, puis on a quand même fini par parler de la colonisation de Mars. Donc, tu sais, c'est... Donc, souvent, il faut que tu vas au gré des questions. C'est pas tous les profs qui aiment ça faire ça. Moi, j'adore ça, parce que c'était mon genre comme élève de partir sur des sujets de même avec mes profs. Puis généralement, les élèves aiment bien ça parce que tu finis toujours par les intéresser au sujet qu'eux ils veulent. Là. Et finalement, mais tu sais, ça un des avantages, j'ai l'impression, de la profession, c'est que, bon, ben, chacun son style, puis tu as quand même une liberté dans ton style d'enseignement, puis ta planification cours. C'est pas un modèle rigide que tout le monde doit suivre exactement. Oui, à la fin de l'année, vous avez des... Il faut qu'ils arrivent à passer leur examen du ministère et compagnie. Fait qu'il y a de la matière à passer, mais ça reste que tout ce qui est autour, la formule, puis dans le comment tu veux l'enseigner, puis ton style, ben, tu as cette liberté-là en tant qu'enseignant. 100%. C'est sûr que moi, la connaissance que j'ai, c'est les écoles privées. J'ai pas enseigné au public. Je sais pas à quel point s'il y a plus de micromanagement au public, mais je ne pense pas. Okay. Mais au privé, c'est bien connu. Quand tu fermes ta porte, c'est ta classe. Puis ça, la direction nous le rappelle souvent. C'est important d'avoir une certaine rigueur, que tous les profs aient les mêmes règles à suivre, puis tout, pour que les élèves ne soient pas perdus. Mais ça reste que quand la porte est fermée, c'est ma classe. J'enseigne de la façon que je veux, j'enseigne ce que je veux, en suivant le programme, évidemment, mais j'enseigne de la façon que je veux, puis je fais mes interventions comme je les désire, puis c'est ma gestion de classe, puis je gère ma classe comme j'ai envie. Ça, c'est quelque chose qui est très fun à être un prof, je trouve, c'est que j'ai jamais eu le sentiment que j'ai un boss. Ouais, ok. J'ai jamais eu ce sentiment-là. Mes directeurs, je les ai jamais considérés comme vraiment des boss qui me disent quoi faire. Que j'ai des objectifs à réaliser. Avant, j'étais en vente. Avant, mes jobs étudiants, c'était vendeur. C'est complètement différent. Là, j'avais des statistiques à suivre, des tableaux. Puis là, si je faisais pas mes chiffres, je vous ai rencontré. Puis là, c'était pas ça pantoute comme prof. Là. Comme prof, t'es vraiment libre de faire ce que tu as envie. Le défaut de tout ça, c'est que souvent, les jeunes profs ont l'impression d'être laissés à eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que les écoles devraient améliorer, je pense, c'est le suivi des jeunes.
souvent, parce que justement, on a comme mentalité de t'es dans ta classe, tu fais ce que tu veux, on a tendance à oublier que les jeunes ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Et ça, c'est un problème que, par exemple, nous, dans notre école, on se questionne beaucoup. Comment est-ce qu'on peut mieux accompagner les nouveaux profs? Comment est-ce qu'on peut mieux faire ça? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'un nouveau prof qui est dans notre école, il sait où est-ce qu'il s'en va? Il sait que c'est la bonne chose à faire. Il connaît tout bien les règlements. Il sait tous. Puis est-ce que dans la classe, il est à l'aise avec les élèves? Tout ça. Donc, c'est des défis que l'enseignement doit relever parce qu'en ce moment, c'est le gros problème, c'est la relève. Mm-hmm. On n'a pas assez de relève en ce moment et c'est problématique parce que avec le vieillissement de la population, de plus en plus, les profs s'en vont à la retraite. Il n'y a personne pour les remplacer. À l'inverse, on a eu un mini baby boom. Donc, on a beaucoup plus d'élèves qui rentrent dans les écoles, qui fait que là, il nous manque de plus en plus de profs. Et nos nouveaux profs sont laissés à eux-mêmes. Puis souvent, ça, c'est un côté un peu pervers de l'enseignement, c'est que les plus vieux profs ont le premier choix sur quel groupe qu'ils veulent, quelle classe qu'ils veulent. Et généralement, les plus vieux profs vont pas prendre les groupes difficiles. Ouais. Puis pourquoi le faire? Pourquoi est-ce que tu aurais fait 25 ans de carrière pour au final te retrouver avec la classe la plus difficile? Ouais. Je comprends la logique. Mais au final, qui est-ce qui a la classe la plus difficile? Les profs qui n'ont pas l'expérience pour la gérer. Ouais, j'avoue, c'est. Ça, c'est une vraie problématique qu'il y a en ce moment dans les écoles, qu'on donne les groupes les plus difficiles aux personnes qui ont moins d'expérience. Ouais, ce qui est pas tant logique finalement. C'est illogique dans un sens, mais en même temps, c'est lié au fait qu'on veut que les profs aient leur liberté. Oui. Oui. Donc, c'est très, très difficile. Et c'est aussi, bon, il y a aussi toute la question des syndicats aussi qui rentrent dans la question, que je ne rentrerai pas parce que je ne les connais pas. Moi, je ne suis pas syndiqué dans mon école. Donc, mais c'est sûr qu'il y a aussi ça qui rentre en compte. J'allais te demander justement, toi, tu es dans le domaine privé. As-tu déjà enseigné aussi dans le domaine public? Juste mes stages, mais j'ai pas été enseignant au public. Puis est-ce que, parce que j'allais te demander, avant d'oublier, justement, parce que je vois le temps qui avance, puis je n'en ai même pas parlé, mais au niveau du range salarial d'un enseignant au secondaire, sais-tu à peu près c'est quoi le range? C'est sûr, ça a beaucoup varié récemment avec la CAQ qui est entrée au pouvoir, ils ont changé les choses pour les salaires des enseignants. Je veux pas dire de niaiserie, mais il faut toujours considérer que les salaires que je vais donner, c'est à peu près à 100% de tâches. OK. Ouais, tu ne rentres pas généralement à 100% de tâches. Tu rentres à 50% de tâches, à peu près, ou 30 ou 40. Mais à 100% de tâches, c'est à peu là, quand moi je suis rentré, c'était 35 000. OK. Et tu finissais à autour de 90 000. OK. Après 15 ans d'ancienneté. OK. Maintenant, ça a augmenté. Ils ont enlevé les paliers plus bas. Je pense que tu rentres pas loin de 45 000. OK. Donc, ça a un peu augmenté pour quand tu rentres plus bas, mais tu finis autour de 92-95 000 environ. OK. À noter, par contre, c'est important, généralement, au privé, tu es payé moins cher. Ah ouais? Au public. Parce que beaucoup d'écoles privées ont de la misère à s'en sortir financièrement. OK. Ça a l'air vraiment pas. C'est vraiment pas. On s'attend pas à ça généralement. Les gens qui sachent que je suis au privé, tu dois faire beaucoup d'argent. Je fais non. Moi, par exemple, mon salaire est coupé d'environ 12%. Puis ce 12%-là va dans les coffres de l'école pour financer l'école. OK. Donc, les écoles, à part les grosses écoles privées extrêmement huppées et dispendieuses, je parle par exemple à Brébeuf à Montréal. Ici, on a le séminaire de Sherbrooke ici à Sherbrooke. Généralement, à part les écoles très très riches, mais c'est des écoles qui ont plusieurs milliers d'élèves, ou au moins 1 millier d'élèves, ou plusieurs centaines d'élèves. C'est plutôt, on baisse les salaires dans les écoles privées, alors qu'au public, c'est normé par les syndicats. Donc, il n'y a pas de possibilité de négocier ton salaire comme enseignant. Mais, ouais. Mais, je viens de donc voilà, c'est ça que c'est ça la différence entre les deux. Par contre, au privé, généralement, tu as des avantages parce que tu vas avoir souvent des plus petits groupes. Au public, tu peux aller à des groupes qui vont jusqu'à 40 élèves. Au privé, je n'ai jamais. Bon, mon pire groupe était 38 dans ma carrière, mais c'était exceptionnel. En ce moment, mon plus gros groupe, c'est 19. Non, c'est pas vrai, c'est 28. Mais c'est 28 par rapport à 38, c'est une méchante différence. Mais en moyenne, c'est plus 19, mais c'est plus une vingtaine, mes groupes. Ouais, mais quand même, 20 versus 34, 40. La différence est folle, puis j'ai même un groupe de 8. Vous avez une idée, là. Donc, tu sais, c'est. 8, c'est une blague, là. Ouais, j'imagine. Mais tu sais, c'est ça. Donc, souvent, au privé, tu as des plus petits groupes. Au privé, généralement aussi, tu vas avoir des plus petites horaires. Okay. On travaille des fois quelques périodes de moins qu'au public.
Okay. Donc, ça peut jouer aussi. Par contre, au privé, généralement, on va faire du bénévolat pour plein de choses. Par exemple, on n'est pas payé on est obligé de faire les portes ouvertes, d'être là au présent aux portes ouvertes, mais on n'est pas payé pour les portes ouvertes. Okay. On est obligé, donc il y a plein de choses comme ça donc, qui compensent. En général aussi, beaucoup d'écoles privées vont avoir des élèves qui veulent être là, alors qu'au public, souvent, ils sont obligés d'être là. Donc, c'est une différence aussi qui peut avoir lieu, mais le public, de plus en plus, par la création des programmes spécialisés, donc il y a de plus en plus de programmes spécialisés au public, ils ont copié le privé, finalement, en faisant ça, pour réattirer le monde dans le public. C'est de moins en moins vrai. Donc, de plus en plus, je dirais que le public égale le privé en termes de qualité de travail, pour de qualité de travail. Évidemment, encore une fois, j'exclus de la question la région de Montréal, qui est très particulière, qui a des réalités bien différentes du reste du Québec. Ouais. Donc voilà. Donc, mais à part ça, je te dirais que c'est rendu de plus en plus équivalent à travailler au public et au privé, sauf qu'au privé, tu vas te payer un peu moins cher. L'avantage, par contre, c'est que tu n'as pas le gros avantage du privé, c'est surtout que tu n'as pas toute la bureaucratie. Parce que dans le public, tu as les centres de services scolaires, qui sont les anciennes commissions scolaires, qui gèrent les écoles. Dans l'école, il y a des directeurs, puis souvent, c'est plusieurs milliers d'élèves et plusieurs centaines d'employés. Donc, c'est beaucoup plus bureaucratique. Moi, je fais souvent la référence que quand j'étais stagiaire au public, il fallait que je demande mes photocopies une semaine d'avance pour avoir des photocopies pour mes groupes. Alors que, tu sais, j'en parlais avec une collègue récemment qui elle arrive du public, elle me disait, ben, moi, c'est plus 2 jours. C'est 2 jours d'avance pour avoir mes photocopies. Puis, ce que je vis, moi, au privé, c'est moi qui fais mes propres photocopies moi-même. J'ai même pas de limite. Je fais juste arriver à la photocopieur, je mets mes feuilles dedans, puis c'est tout, tu sais. Donc, c'est moi qui fais mes propres affaires, puis, tu sais, je peux être à la dernière minute, puis pas avoir de problème. Donc, moins parce que dans le fond, c'est au public, j'imagine, c'est que comme tout est contrôlé dans les coûts, dans tout vraiment, parce que c'est des fonds publics. Là, fait que... Exact. Puis ben, tout est puis c'est de la bureaucratie. Donc, il faut toujours que tu remplisses 14 formulaires différents, puis que tu fasses tout ça. C'est complexe. C'est beaucoup plus complexe. Au privé, souvent, mais les gens du public me disent, ben moi, j'ai jamais rencontré mon directeur. J'ai jamais parlé avec mon directeur. Moi, je m'en vais jouer au deck tantôt, je m'en vais jouer au deck avec mon directeur pédagogique. Donc, c'est un autre monde. C'est vraiment 2 choses différentes. Là. C'est vraiment deux mondes un peu différents. Là. Écoute, moi, j'étais curieux de te demander, puis j'aime toujours ça, demander un peu cette question-là. D'après toi, là, quelqu'un, justement, on a mentionné sûrement plusieurs éléments lors de l'épisode, quelqu'un qui veut s'enligner en enseignement, qu'est-ce que ça apprend? Qu'est-ce que ça prend, là, comme ce soit personnalité, qualité, que ça prend ça pour réussir à percer ou du moins à être un enseignant qui va faire ça comme carrière? Là? Alors, la première chose que moi, je dis toujours aux gens qui veulent aller en enseignement, puis j'ai eu beaucoup de mes viewers souvent qui me posaient la question, qui voulaient être prof. Je leur disais toujours, c'est tough. Mets-toi dans la tête que c'est difficile à être prof. Parce qu'il y a trop de monde qui rentre en pensant que c'est facile. Et c'est là qu'ils se plantent. Donc, première chose, c'est d'avoir une conscience que c'est difficile. Et si tu as cette conscience-là, tu vas être vraiment mieux préparé pour être prof. Parce que, je l'ai dit, c'est la job qui a le plus haut nombre de burn-out dans les 5 premières années. Et c'est parce que les gens sont mal préparés à ça, puis malheureusement, le bac le prépare mal à ça. Donc ça, c'est la première chose. Après, comme qualité, il faut être capable de se revirer. L'enseignement, c'est prendre des centaines de décisions en 1 heure. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Quand tu es dans une classe, tous les mots que tu dis, toutes les réactions des élèves par rapport à ce que tu dis, ton cerveau n'arrête jamais de tourner. Il faut toujours être capable de modifier ton plan à tout moment. Si toi, t'aimes pas ça, faire ça, l'enseignement, c'est pas pour toi. Ça, c'est certain. Donc, mais si à l'inverse, t'aimes ça toujours comme réfléchir à des meilleures façons, puis l'optimisation, l'enseignement, tu vas adorer l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est toujours d'optimiser ton temps. Donc ça, c'est vraiment ça qui est bien. Après, évidemment, il faut être empathique. Ça, je le répète, l'empathie, c'est extrêmement important. Faut vraiment être capable d'avoir ça parce que tu vas recevoir des émotions toujours. Puis il faut être capable de les prendre, puis il faut être capable aussi de les accepter, puis d'être là pour les élèves. Ton vrai boss, c'est tes élèves.
c'est à eux que tu dois des comptes, au final. Ça a l'air bizarre à dire, là, mais c'est eux, vraiment. Ils sont là pour... Toi, t'es là pour eux. Ouais. C'est pas eux qui sont là pour toi. Il va y en avoir un autre à ta place, là, puis eux vont être encore là. Mm-hmm. Donc, c'est toi qui es là pour eux. Puis après ça, ce serait nuancé, puis ce serait discuté, puis il y a sûrement des collègues à moi qui pourrait avoir des longues discussions là-dessus, là, mais ça reste que pour moi, c'est très important dans cette empathie-là que tu saches que tu es là pour eux. Puis qu'eux sachent que tu es là pour eux. Mm-hmm. Donc, l'empathie, être capable de se revirer, ce serait certainement des qualités, puis évidemment, énormément de patience. C'est un cliché, mais c'est vrai. Les profs sont probablement sont généralement des gens extrêmement patients dans la vie parce que quand ça fait 14 fois que tu leur expliques c'est quoi le gouvernement responsable, puis que tu vois encore que c'est le vide dans les yeux de la personne devant toi, ben, il faut que tu l'expliques une 15e fois. Parce que tu peux pas arrêter. Et donc, des fois, tu as juste envie de dire, je suis plus capable. Oui. Je sais plus comment faire. Je suis tanné. C'est clair. Mais non, faut que tu le refasses. Faut que tu le refasses. Puis, il faut avoir cette patience-là. Puis, quand ça fait 14 fois que tu demandes le silence, puis ça marche toujours pas, ben, faut que tu te revires, puis faut que tu sois encore patient. Ça se peut que ça fera une 15e fois pour avoir le silence. Puis, il faut que tu sois capable que ça te tombe pas sur le. Faut pas que ça vienne te chercher. Mm-hmm. Parce qu'à partir du moment que ça vient te chercher, c'est fini. À partir du moment que ça vient te chercher, tu t'enlignes vers la fin parce que c'est tough. C'est tough quand tu ramènes ça à la maison, cette frustration-là. Mm-hmm. Très difficile. Ouais. Donc, ouais. Ah, ok, merci. Puis il y avait un aspect, on n'a pas eu le temps d'en parler, je vais lancer la question là. On a parlé beaucoup du côté élève, mais moi je voulais savoir aussi du côté parent. J'imagine que c'est un autre volet quand même important dans la, la vie d'un enseignant de devoir, c'est ça, de devoir gérer, que ce soit des attentes de parents ou des communications avec, savoir comment que ça se passe, justement, les fameuses rencontres de parents pour expliquer le parcours de leurs jeunes ou cibler des besoins pour leurs jeunes et compagnie, puis de travailler ensemble. Puis de l'autre côté aussi des parents, des fois, qui le fameux, on l'entend souvent parler, là, un peu, que ce soit dans la radio, à les endroits publics, des parents qui exagèrent peut-être ce qu'ils s'attendent d'un professeur à un certain niveau, là. Ouais, Le fameux ils veulent pratiquement que le professeur fasse la job de parent. Oui, guillemets, éduquer les élèves, pas juste leur enseigner, oui, bien sûr. Je vais faire un lien en même temps avec la question qu'il y a dans le chat en même temps de Son de Phoenix qui dit as-tu des élèves avec des problèmes graves comme s'automutiler tu les réfères à quoi s'ils ont des problèmes? Parce que les deux sont liés. Parce qu'au final, et pour répondre à la question directement, oui, j'ai eu des problèmes de ce genre-là. J'ai eu des problèmes d'automutilation, j'ai eu des problèmes de pensée suicidaire, des problèmes. J'ai même eu, ça c'est un cas le plus extrême que j'ai eu, là, j'ai même eu des overdoses entre deux cours, là, des élèves qui ont fait une overdose entre deux cours. C'est vraiment mon pire que j'ai eu. Là. Et à ce moment-là, le travail du prof, c'est de faire un peu le lien entre les différentes sphères de la vie de l'élève et les différents les différents outils qu'on a. Donc, tantôt, comme je donnais l'exemple que tantôt j'ai eu un élève, j'ai reçu un courriel d'un élève qui me disait que ça allait vraiment pas bien. Puis mon premier réflexe, c'était d'aller voir ma technicienne d'éducation spécialisée. C'est elle qui peut m'aider, moi, pour mieux gérer ça. Puis c'est par juste qu'elle m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis elle a dit, tu te l'enlèves de tes épaules. Donc, mais après ça, faut aussi, le prof, ça va souvent aussi être le premier contact avec le parent. Donc, pour revenir à ta question, c'est que pour gérer tout ça, il faut inclure les parents dans le processus parce que, tu as deux types de parents. Tu as les parents qui veulent pas que tu les inclues parce qu'ils t'es pitch là, puis tu t'en occupes, puis tu me déranges pas. Mm-hmm. Ça existe. C'est triste, mais ça existe. Puis surtout, je travaille dans une résidence scolaire. Donc, il y a des gens qui dorment, les élèves dorment là. OK. Et donc, à ce moment-là, des fois, tu as des parents que c'est genre, c'est triste. Puis mes deux écoles, ça a été ça. Puis surtout la première des deux. La deuxième, là où je travaille, c'est vraiment moins pire. Là, mais la première des fois, c'était. J'ai eu un parent, un moment donné, il pensait à faire. Il pensait à. Il voulait faire rentrer son élève, son enfant, dans l'école. Puis la question, c'était la gardez-vous les fins de semaine? Comme, ben non. Gardez-vous l'été? Ben non. On n'est pas une orphelinat. C'est ça, là. C'était comme, oh my god, c'est lourd, okay. Là, tu sais. Donc, tu sais, t'as des parents qui sont comme ça. T'as des parents que ça, ils te le drop, puis c'est comme, tu t'en occupes. Mais avec eux, il faut que tu les inclues dans le loop. Ouais. Parce qu'il faut que tu leur rappelles leur rôle de parent. Ouais. Faut que tu leur rappelles qu'ils ont une job. Ouais.
qui ont une job de parent aussi, puis que leur job est aussi importante que la nôtre, même plus importante que la nôtre. Donc, à ce moment-là, ta job de parent à toi, c'est de faire c'est de capable de rappeler que le prof, là, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que si il n'y a rien de pire que moi, je dis de quoi, puis le parent fait c'est de la merde. Ah, ton prof oublie ça, là. Il sait pas ce qu'il dit. Ça, il n'y a rien de pire, parce que toi, tu perds toute ton autorité. Tu perds toute ton autorité quand ça arrive. Donc, toi, oui, le job de prof, c'est aussi de faire le lien entre tout ça, avec le centre de tout ça. Donc, ça, c'est une des premières choses. Après, tu vas avoir des parents qui vont être des amours. Tu vas avoir des parents que, tu sais, on a un parent que c'est pour la semaine des enseignants qui était récemment, nous a acheté full de café puis du Baileys. OK? Donc, ça, on les aime. Donc, ouais, t'as des parents qui vont être des amours, t'as des parents qui vont tout le temps, à toutes les fois, genre que tu leur as écrit pour un élève, ah, c'est beau, je m'en occupe, inquiétez-vous pas, ça n'arrivera plus. Vraiment désolé qu'il ait fait ça. T'as aussi des parents qui sont très très bons pour disparaître. Tu leur écris tes appels puis ils rappellent jamais. Puis tu fais juste comme pourquoi j'aimerais vous parler. J'ai besoin de vous parler. Oui. Là, moi, c'est mes rencontres de parents demain. Là, donc là, je vois plein d'invitations qui n'ont pas de réponse. C'est bon, ben, hein, on peut trouver d'autres moyens de se jaser. Ben oui, non, c'est sûr, ça. Donc, c'est ça. Donc, des fois, le lien avec les parents, c'est extrêmement important, mais t'as toutes sortes de parents. C'est le fun d'en avoir des bons, c'est vraiment le fun d'en avoir des... Il n'y a rien de plus le fun que d'envoyer un courriel à un parent que t'es pas sûr ce que ça va dire. Parce que c'est toujours un peu un stress pour les profs d'envoyer un courriel aux parents, là. Ou appeler un parent, là. C'est toujours un stress, comme, comment il va réagir. Surtout, j'imagine, en début d'année, quand c'est des parents que tu connais pas. Parce que j'imagine, c'est plus que ça avance, justement, ceux qui sont super sweet, tu les connais, puis tu dois avoir pas trop de stress. Plus de problème, mais non, c'est ça. Ça va bien aller. D'un autre côté, par exemple, tu sais aussi ceux qui sont plus problématiques. Mais c'est ça. Que là, quand tu leur écris, t'es comme... Mais c'est comme, tu sais, récemment, j'avais une élève j'avais un parent qui nous avait écrit un courriel pour nous dire, je trouve qu'il trouvait qu'on s'était mal occupé de son enfant, puis c'était compliqué, puis moi, j'étais titulaire de ce groupe-là, donc c'était ma responsabilité d'appeler ce parent-là pour faire un suivi de tout ça. Puis je suis comme, ça me tente tellement pas de me faire envoyer un char de merde sur la tête pour me faire dire qu'on n'a pas fait bien notre job et tout ça. Donc, tu sais, je l'appelle, puis finalement, tout va bien. Tout va bien, je lui explique tout ça, puis tout va bien, puis elle comprend ce qu'on fait. J'avais pas vu ça de même, ok, je comprends. Elle m'avait pas dit ça, puis tout. Je comprends, je suis désolé de vous avoir dérangé pour ça à ce moment-là. Tu sais, c'est comme, bon, mais c'est le fun, tu sais. Mais t'as aussi les parents, des fois, qui rentrent avec une brique puis un fanal dans l'école en disant ça n'a pas d'allure, ils vont voir la direction, brassent tout, ils parlent fort, ça, c'est une école de merde, je vais sacrer mon enfant dehors d'ici, je veux plus jamais vous voir, tu sais. C'est comme n'importe quoi. Là. Je travaille pour Bell. J'en ai vu c'est la même chose qu'un client qui rentre en colère. Là. C'est le même principe. Là. Donc, tout. Puis, mais oui, c'est un stress pour vrai pour beaucoup de profs de devoir gérer les parents. Puis souvent, c'est plus difficile de gérer un parent que gérer un élève. Là. Ouais, c'est donc, ça existe. Ça existe, des parents. Quoi. Les rencontres de parents, c'est toujours un moment stressant pour nous, justement, parce qu'on ne sait jamais comment est-ce qu'on fait ça. T'sais, nous, on a décidé, par exemple, dans mon école, de faire ça dans une grande salle. Pour justement éviter les débordements, pour pas qu'un parent décide de péter sa coche sur un prof parce qu'il est dans son bureau ou dans sa classe. Donc, justement, pour éviter ce genre de choses-là, il faut qu'on se protège. Donc, non, c'est sûr. Parce que ça reste que, bon, des fois, tu as des mauvaises nouvelles à annoncer. Là, tout à fait. Oui, souvent. Malheureusement, quand il y a une rencontre de parents, c'est rarement pour dire que tout va bien. Donc, ben écoute, moi honnêtement, ça fait un peu le tour de mes questions que j'avais. On a eu une très belle discussion. Je voulais te remercier d'avoir livré ton témoignage de ce que c'est d'être un enseignant au secondaire puis d'avoir expliqué très bien. J'ai vraiment apprécié cette entrevue-là, puis je suis convaincu que quelqu'un là, qui se demande par curiosité ou veut en faire un choix de carrière, va avoir une très bonne idée de à quoi s'attendre. J'ai apprécié aussi beaucoup ta transparence et ta franchise sur les défis que ça implique aussi. C'est important de le mentionner pour justement éviter quelqu'un qui rentre là en sous-estimant un peu comme tu as mentionné à quoi s'attendre qui arrive souvent. Fait que c'est un peu l'objectif du podcast. Fait qu'un gros merci pour ça. Ça a été très pertinent, comme elle dit. Super entrevue. J'ai vraiment beaucoup aimé. Fait qu'un gros merci. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Comme j'ai dit, c'est toujours moi, l'enseignement, c'est une passion pour moi. Puis si je peux la partager au plus grand nombre. Puis n'hésitez pas d'ailleurs, s'il y a des questions qui vous restent à venir me voir. Surtout, vous pouvez toujours m'en parler sur Twitch. Ça me fait toujours plaisir.
Puis, ou sinon, venir me voir en privé dans les messages privés de Twitch, n'importe quoi. Là, ceux qui sont sur Twitch en ce moment, vous pouvez aller voir la chaîne Twitch de Yugi, justement, qui va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Puis, de mon côté, un gros merci. L'épisode sur YouTube en vidéo, ben, ils sont toujours en highlight sur Twitch. Ça, c'est fait assez rapidement pour pas qu'on les perde. Mais sur YouTube en vidéo, puis Amazon Music et Spotify en audio, sont généralement disponibles 2 à 3 jours après l'enregistrement direct qu'on a eu. Fait que fort probable que vendredi, je vais faire une annonce sur les réseaux. Puis vous pouvez tous aller suivre ça. Ici, là, si vous cliquez sur mon lien All My Links, il y a une section qui est Parlons métier avec les liens pour le podcast en tant que tel. Fait un gros merci. Puis je te souhaite du bon deck hockey. Puis, oui, c'est ça que je m'en vais faire. Là. Je m'en vais jouer hockey. Bon deck hockey. Puis bonne rencontre justement de parents demain aussi. Là. Merci énormément. Passez une belle fin de soirée. Puis bonne entrevue avec le charpentier menuisier qui s'en vient. Merci beaucoup. Ciao. Merci, bye.